cet ex-camp de concentration qui effectivement est le seul aujourd'hui à exister sur le territoire français, qui, comme l'a rappelé M. Le Puy, n'était pas territoire français à l'époque, puisque l'Alsace était annexée. Ce que je vous propose, c'est d'avoir 3 temps de durée un peu différente. Un premier où je vais vous présenter un petit film de 10 minutes que l'on voit quand on arrive aujourd'hui pour visiter ce camp et qui vous permet un peu de contextualiser la situation et l'histoire de ce camp. Après, je vous ferai une présentation de son histoire et effectivement aussi des différences que l'on peut avoir entre camp de concentration, camp d'extermination, centre de mise à mort, parce que je crois que c'est assez important aujourd'hui de bien saisir les différences, on ne le fait plus toujours. Et puis, dans un troisième temps, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc, pour l'instant, je vais vous passer ce petit film qui est en noir et blanc et qui est présenté à tous les visiteurs qui viennent au Struthof avant de rentrer dans le camp. 2 décembre 1944, un sergent de l'armée américaine filme le premier camp de concentration découvert par les Alliés à l'ouest de l'Europe. Situé à 60 km de Strasbourg, sur les contreforts du mont Juiz, près de la commune de Natzweiler, ce camp vient d'être abandonné. Les nazis ont fui quelques jours plus tôt de l'autre côté du Rhin, en emportant avec eux leurs prisonniers. Lorsque les soldats américains y pénètrent, ils découvrent les installations encore intactes du camp. Mirador, clôture électrifiée, baraque collective, mais aussi dans un étrange bâtiment, surmonté d'une longue cheminée, un faux crématoire. La guerre n'est pas encore finie, mais ses premières images dévoilent déjà une part de l'horreur concentrationnaire. Nuremberg. Certains des principaux dignitaires du Troisième Reich sont jugés. Le monde découvre l'ampleur du crime nazi. Dachau, Auschwitz, Ravensbrück. D'autres camps de concentration éclipsent peu à peu Natzweiler, dont le nom se perd bientôt dans les mémoires. Et pourtant, ce camp méconnu incarne l'histoire, le fonctionnement et la spécificité du système concentrationnaire nazi. Juin 1940, la France vaincue est occupée. L'Alsace et la Moselle sont annexées et redeviennent allemandes, comme elles l'étaient avant la Première Guerre mondiale. La nazification de ces 3 départements passe par l'interdiction absolue d'y parler le français et par l'incorporation de force de plus de 130 000 Alsaciens et Mosellans au sein de la Wehrmacht et de la Waffen-SS. À cette époque, le Struthof n'est encore qu'une modeste station touristique, appréciée pour son bon air et ses pistes de ski. Mais la découverte d'un gisement de granit rose par un géologue SS va précipiter son destin. Pour exploiter cette ressource, Heinrich Himmler, chef de la SS et responsable du système concentrationnaire nazi, décide d'implanter un camp de concentration en contrebas de la carrière, au lieu dit du Struthof. Débute alors l'histoire du KL Natzweiler. Mai 1941, les premiers déportés arrivent par convoi ferroviaire à la gare de Roto. À l'aide d'outils rudimentaires, ils doivent construire les terrassements du camp, les 17 baraquements, ainsi que la route d'accès. Les travaux, qui durent plus de 2 ans, s'achèvent en octobre 1943. Le camp de Natzweiler est avant tout destiné aux prisonniers de guerre, aux prisonniers politiques et aux résistants. On y compte également des prisonniers de droit commun, ainsi qu'une minorité de juifs, de tziganes, d'homosexuels et de témoins de Jéhovah. À partir de 1943, le camp détient une nouvelle catégorie de déportés, baptisée Nacht und Nebel, ce qui signifie nuit et brouillard. Soumis à un régime très sévère, ils sont destinés à disparaître sans laisser de traces. Aucune information n'est donnée sur leur lieu de détention ou sur leur sort. Ici, comme à Dachau, Bergen-Belsen ou Buchenwald, l'arbitraire règne. Et tout est fait pour briser les volontés et les corps. Les déportés, condamnés aux travaux forcés,
doivent subir les coups et les interminables appels qui ponctuent les journées. Ils sont privés de nourriture et de soins élémentaires et doivent supporter les conditions climatiques rigoureuses du Mont Louise. Au camp de Natzweiler, la modernité est devenue l'instrument de la barbarie. L'espace est organisé de manière rationnelle pour permettre à une petite garnison SS de surveiller nuit et jour des milliers de prisonniers. L'électricité fonctionne en permanence pour alimenter la double clôture et les projecteurs des miradors qui balayent le camp la nuit. Toute tentative d'évasion est rendue impossible. Exécution collective, brimade, coups, pendaison. Ce système coercitif, d'une efficacité redoutable, est mis en œuvre par des capots veuls et brutaux aux ordres de gardiens qui ont droit de vie et de mort sur les déportés. De 1942 à 1944, le camp fut également un lieu d'exécution. Des résistants y étaient amenés de toute l'Alsace et du Württemberg pour y être assassinés dans le secret absolu. En 1942, l'économie du Reich est entièrement réorientée vers la production de guerre et la fabrication d'armes nouvelles. Les camps de concentration deviennent le principal réservoir de main-d'œuvre pour assurer la victoire. L'effectif des déportés immatriculés au KL Natzweiler ne cesse d'augmenter. En l'espace de 2 ans, le Struthof s'étoffe de 70 camps annexes. Installés de part et d'autre du Rhin, ils forment tous ensemble un réseau organisé, une sorte de nébuleuse dont le camp principal reste le centre administratif. Petits complexes industriels, chantiers à ciel ouvert ou tunnels pour échapper au bombardement, ces camps annexes sont de taille et de forme très variées. La main-d'œuvre concentrationnaire est exploitée par des entreprises SS ou l'industrie privée au service du Reich. Au total, ce sont près de 52 000 déportés d'une trentaine de nationalités différentes qui franchissent l'une des nombreuses portes du KL Natzweiler. Dès 1942, dans le contexte de la guerre totale, Himmler et de hauts responsables de l'ASS commandent des expériences sur les gaz de combat, le typhus exanthématique ou encore des recherches anatomiques sur la définition de la race juive. Le Struthof devient l'un des centres de recherche de la médecine nazie. 3 professeurs de la Reichsuniversität de Strasbourg y officient, bénéficiant d'une réserve presque inépuisable de cobayes humains. Dans l'enceinte principale, une partie du bloc 5, puis une partie du crématoire sont réorganisées pour mener ces expériences. Une chambre à gaz de 9 mètres carrés est aménagée en contrebas du camp dans une ancienne salle des fêtes. Ces expérimentations dureront 1 an et demi et entraîneront la mort effroyable de plus de 100 victimes. En septembre 1944, l'avancée des troupes alliées provoque une évacuation précipitée du camp principal, mais son administration continue de fonctionner encore pendant 8 mois, repliée sur ses camps annexes de l'autre côté du Rhin. À la fin de la guerre, quand un bilan des crimes peut enfin être dressé, le KL Natzweiler, avec son taux de mortalité avoisinant les 40%, est aussitôt reconnu comme l'un des camps de concentration les plus meurtriers du Troisième Reich. Sur les 52 000 déportés qui passèrent par le Struthof ou l'un de ses camps annexes, plus de 20 000 n'en revinrent jamais. Depuis 1960, chaque année, une cérémonie du souvenir est organisée à la fin du mois de juin. À cette occasion, les derniers survivants assument leur rôle de passeurs d'histoire pour que les jeunes générations apprennent le nom du KL Natzweiler Struthof et n'oublient jamais les crimes qui ont été commis ici.
ce film. Je vais passer aussi à quelques images que vous avez peut-être déjà vues d'ailleurs dans ce film, et puis faire quelques commentaires sur effectivement ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter ce camp. Et pour cette présentation, j'ai repris le titre d'un ouvrage d'un ancien déporté slovène, Boris Pahor, qui est écrivain, qui vit toujours, il a 107 ans, et qui a écrit un livre sur son retour au camp du Stutthof. Et il a écrit, il a pris ce titre que je trouve assez beau parce qu'il exprime bien finalement ce que l'on est, ce que l'on cherche, pèlerin parmi les ombres. Pèlerin parce qu'effectivement on cherche à comprendre, on cherche à expliquer, on s'interroge. Et c'est tout le but d'ailleurs de la mission que j'ai, c'est de faire que les visiteurs s'interrogent non seulement sur cette page historique, mais aussi sur les autres atrocités, les génocides qui ont eu lieu depuis, et sur effectivement la possibilité éventuellement que ça revienne d'une manière ou d'une autre. Et parmi les ombres, parce que l'on n'arrivera jamais évidemment à ressentir ce qu'a été la vie de ces différents déportés. Et on s'aperçoit aussi que la vie de ces différents déportés, entre chacun des camps, entre chacune des périodes, elle peut être très différente pour une personne ou pour une autre. Et je reviendrai tout à l'heure sur aussi qu'est-ce qui fait que certains peut-être ont survécu et d'autres pas. Et je vous prends une deuxième phrase qui est de ce livre et qui pour moi exprime bien aussi cette difficulté. Lorsqu'il revient sur ce camp, il dit « Mais moi, quoi, nul panneau dans le musée qu'il visite ne pourra jamais rendre l'état d'esprit de l'individu qui pense que son voisin a obtenu un demi-doigt de plus de liquide jaune dans son écuelle en fer. Certes, on pourrait représenter ses yeux et leur donner la fixité spéciale qu'engendre la faim, mais on ne pourrait ressusciter l'inquiétude de la cavité buccale ni l'avidité obstinée de l'œsophage. À midi, une multitude de têtes poussées par un instinct centuplé fourmillent, se déplacent et dépensent entre les cloisons en bois une énergie trépidante pour une louche d'un liquide chaud attendu comme la source de vie. Et l'alimentation est un des aspects primordiaux de la vie dans les camps. Quand on interroge les déportés qui viennent au Stutthof, qui est un lieu absolument magnifique en pleine nature, ils vous disent, vous savez, je n'avais pas vraiment le temps de regarder le paysage, mon sujet, moi, c'était comment survivre jusqu'au lendemain, et particulièrement comment je pourrais me nourrir. Alors, pour commencer, je voudrais revenir sur un certain nombre d'éléments qui me semble important d'avoir en tête avant de rentrer dans l'histoire particulière de ce camp. D'abord, sur la question des camps de concentration et du génocide. Les camps de concentration ne sont pas une nouveauté apportée par le Troisième Reich et par les nazis. En fait, il y a une histoire des camps de concentration et qui particulièrement, les premiers camps ont été reconnus dans les conflits, notamment aux Philippines, entre l'Espagne et les USA, et plus particulièrement en Afrique du Sud, entre les Anglais et les Afrikaners. Ce sont les premiers camps de concentration, et le régime nazi dira d'ailleurs au début, vous voyez, nous sommes que dans une continuité. Pourquoi ces camps de concentration se sont développés? Pourquoi ils ont pris de l'importance? Ils en ont pris surtout de l'importance pendant la Première Guerre mondiale, au vu du nombre de prisonniers, parce que, comme dans toute guerre, comme dans toute révolution dans les armes, il y a une technologie qui a avancé. Cette technologie, elle est assez simple, en fait, si on y pense. C'est la création du fil de fer barbelé, c'est la création de l'électricité, c'est aussi la création de baraques en bois préfabriquées que l'on peut facilement installer, et c'est enfin les mitrailleuses qui permettent de contrôler. Et c'est effectivement tous ces éléments-là que le régime nazi va développer avec une ampleur et une amplitude très importantes, mais simplement pour vous dire que le camp de concentration n'est pas une nouveauté par rapport à notre histoire, comme ne l'est pas celle du génocide, puisque, comme vous le savez, l'Arménie avait subi un atroce génocide entre 1915 et 1923 par l'Empire ottoman. On estime qu'il y a eu entre 1,2 million et 1,5 million
de personnes qui ont été tuées pendant ce génocide. Le mot de génocide n'existait pas à l'époque, puisqu'il est reconnu par la Convention de Genève en 1948, mais effectivement, et vous avez sûrement entendu parler des discussions qui ont eu lieu pour savoir si l'on apportait au mot de génocide un certain nombre d'exterminations et de tueries. Alors le génocide, c'est vraiment quelque chose de particulier que l'on a appliqué effectivement à l'Arménie, à la Shoah, puis au Rwanda, car ce n'est pas simplement un groupe de personnes que l'on cherche à exterminer, mais c'est une population ethnique dans son ensemble. Et c'est le mot dans son ensemble qui est important, car c'est vraiment la radicalisation du phénomène qui apporte cette différence. Je voudrais maintenant revenir aussi sur un autre sujet qui est les mots cachent les mots. Alors c'est un peu un petit clin d'œil, mais en fait, pour vous dire qu'effectivement, on a un certain nombre un vocabulaire qui exprime des choses différentes. Et le vocabulaire n'est jamais neutre, en particulier lorsque l'on parle de camps de concentration, de camps d'extermination. D'abord, le mot de déportation. Le mot de déportation, formellement, c'est en fait de prendre une population ou des personnes et de les emmener dans un autre territoire. L'expression a évolué, comme beaucoup d'expressions, pour prendre un sens beaucoup plus large, et puis d'abord s'appliquer à des personnes à des groupes de personnes à l'intérieur d'un même pays. Mais au départ, la déportation a une signification bien particulière. Deuxième élément, les camps. Alors, le camp de concentration, c'est le camp où l'on travaille. C'est le camp, pourquoi il s'appelle camp de concentration? C'est parce qu'il dépend de la SS. En France, on a eu des camps d'internement, Drancy, Compiègne, Pithiviers et d'autres. Ces camps d'internement, par rapport aux camps de concentration ou camps d'extermination, finalement, ils sont des camps de transit où on ne va pas travailler, simplement éventuellement pour assurer le fonctionnement du camp. Deuxièmement, où la mortalité n'est pas du tout la même, parce qu'il y a eu des mortalités dans ces camps, mais c'est bien dans les camps de concentration où l'on meurt par le travail, ou dans les camps d'extermination où l'on meurt par des tueries et par du gazage, que l'on aura ces expressions. Enfin, vous dire aussi que les camps de concentration sont des camps qui ont évolué. C'est-à-dire que quand on parle d'un camp de concentration en 1933, on n'est pas du tout dans la même chose qu'un camp de concentration en 1940 ou en 1944. Et je reviendrai un peu là-dessus. Dernier point pour notre sujet aujourd'hui particulier, on l'a déjà relevé tout à l'heure, on n'est pas en territoire occupé, on est en territoire annexé, c'est-à-dire qu'on est en territoire allemand. Dans les camps de transit, et cela avait fait scandale quand on a présenté le film dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Nuit et brouillard. Dans les camps français, c'était les gendarmes, sous l'autorité des Allemands, qui assuraient la garde, le fonctionnement de ces camps. Dans un camp de concentration, dans un KL, Concentration Lager, on a la SS. Et ça, c'est très différent. Et en Alsace, on est dans un camp, effectivement, dans une région qui est complètement annexée, c'est-à-dire que, comme le disait le film, on parle allemand, les rues, évidemment, sont en allemand, la scolarité est en allemand, l'administration est allemande et suit les règles allemandes. Et je vous ai mis sur ces images, l'image de droite pour vous, qui est la moins visible, c'est que 20 000 Alsaciens ont été obligés soit de changer de nom, soit de prénom pour être plus germanisés. Et dans cette feuille, c'est une feuille de l'administration allemande qui dit que cette femme, dont le prénom est Nicole, doit maintenant s'appeler Gerda. C'est quelque chose de très symbolique, mais ça montre aussi la différence entre un territoire occupé, comme l'a été la grande majorité de la France, et un territoire annexé. Et c'est dans les territoires annexés ou dans l'Allemagne que les camps de concentration, les camps d'extermination se sont implantés. Alors, comme vous le savez, les camps de concentration sont effectivement l'un des instruments du régime nazi qui progressivement prospère sur le mythe du couteau dans le dos,
c'est-à-dire que l'armée allemande a demandé un armistice alors qu'elle était en territoire français, et ce sont les politiques qui ont amené cette démission du pouvoir, et surtout sur la crise de 29. Je vous ai montré cette statistique parce que ça montre la montée du NSDAP, donc du parti de Hitler, progressivement, et on voit bien qu'en 1929, il prend, c'est en marron hein, sur les camemberts, il prend une part de plus en plus importante, mais aussi on s'aperçoit que la partie rouge, qui représente le Parti communiste, prend une part importante. Et donc, une des premières mesures que va prendre Hitler quand il va arriver au pouvoir, ça va être d'éliminer ses opposants politiques. Et le camp de concentration de Dachau, qui est créé en mars 1933, c'est-à-dire à peine 2 mois après l'arrivée au pouvoir de Hitler, sera essentiellement un camp où l'on aura des opposants politiques. Pourquoi il a réussi à le faire? C'est à cause, comme vous le savez, de l'incendie du Reichstag, qui lui permet de prendre le lendemain un décret, et comme vous le lisez, qui permet de suspendre toutes les libertés civiles, les garanties par la République, la liberté des personnes, de l'expression, d'association, de la presse. Donc effectivement, grâce à cette loi, il va pouvoir commencer à museler son opposition. Et comment il va la museler? Ça va être entre autres en utilisant les camps de concentration. C'est aussi évidemment en détruisant la démocratie, et là ce sont les grands autodafés qui sont organisés par Goebbels dès février 1933, donc tout de suite après son arrivée, et l'organisation de la SS. La SS, vous savez, qui est créée en 1925, c'est au départ les gardes du corps d'Hitler. Et progressivement, elle prend une extension de plus en plus importante, et en particulier dans la répression des oppositions. Et donc, en fait, il y a assez rapidement une organisation qui s'impose, organisation qui va, entre autres, s'occuper progressivement, et à partir de 1936, notamment prendre en main toute la police. Donc, à la fois, Himmler aura dans ses mains la police, mais aussi les instruments d'enfermement que sont les camps de concentration, avec une organisation qui s'appelle l'IKL, qui est l'inspection des camps, qui sera au début à Dachau et après à Oranienburg, près de Berlin, et qui va commencer à gérer tous ces camps avec des règlements, des méthodes qui sont assez similaires les uns les autres, même si dans chaque camp, il y aura des spécificités, mais le règlement de Dachau d'abord, qui est le premier camp, qui est le camp matrice finalement, et le règlement qui sera après diffusé par l'IKL seront les éléments d'organisation de camps tels que le Struthof par exemple. Là, c'est en 1933 l'arrestation de communistes, c'est aussi l'arrestation donc de détenus politiques qui vont à Dachau, mais plus intéressant aussi sur la droite, vous avez c'est à Baden-Baden, l'arrestation de juifs après la nuit de cristal. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le camp de concentration n'est pas simplement qu'un camp pour la politique, mais aussi qu'il va servir effectivement pour commencer à réprimer, à exclure les juifs de la société allemande. Et je fais une parenthèse là, parce que, évidemment, sur la Shoah, vous portez un regard attentif sur la Shoah, mais il est clair qu'au départ, par exemple, Hitler n'avait pas anticipé, n'avait pas écrit qu'il allait exterminer tous les juifs. Une première partie de sa politique, ça a été de faire pression sur eux, c'est-à-dire de les exclure de certaines fonctions, c'est-à-dire éventuellement de les enfermer dans des camps, mais pas de façon définitive, mais leur permettre de ressortir, en leur proposant notamment de donner à l'État hitlérien, au Reich, leurs biens, et de partir du pays. Ce qui fait qu'en 1940, à peu près la moitié des juifs allemands auront quitté l'Allemagne. Ils se retrouveront pour un certain nombre en France, repris malheureusement par l'avancée des troupes du Reich, ce qui explique qu'il y a un certain nombre effectivement de juifs allemands qui ont été pris en France et ramenés vers l'Allemagne pour y être assassinés. C'est aussi
le deuxième sujet pour la Shoah, c'est après, il y a eu un projet dont vous avez peut-être entendu parler à Madagascar, qui était d'amener tous les Juifs sur cette île lointaine, projet qui a fait long feu, puisque d'une part, avec la difficulté de maîtriser les mers pour les Allemands, la question s'est rapidement éteinte, et puis aussi, pour arriver à ce que vous avez étudié, c'est-à-dire la Shoah, c'est-à-dire le front de l'Est, la Pologne, et un nombre de Juifs de plus en plus important, avec des solutions, excusez-moi du terme, industrielles, pour apporter une réponse à cette question. Le système concentrationnaire, c'est pas simplement, comme je vous l'ai dit, simplement enfermer des gens parce qu'ils sont des opposants, parce qu'ils présentent un danger pour le régime hitlérien. C'est aussi un instrument économique. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de camps ont été créés près de carrières, comme à Mauthausen, qui est en Autriche actuellement, à Flossenburg ou au Struthof, avec la création dès 1935 par la SS de plusieurs sociétés économiques qui vendaient un certain nombre de productions en provenance des camps au gouvernement du Reich. Les carrières étaient essentiellement, et c'est le cas de celle de granit du Struthof, étaient destinées aux grands projets architecturaux du Reich, conduits par Albert Speer. Dans les camps, un système d'identification qui est assez simple, assez pratique. Je dis simple et pratique parce que ce dont on s'aperçoit en étudiant l'histoire des camps, c'est que l'on a une systématisation d'un système. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure avec le règlement des camps, on a un certain nombre de règles qui sont appliquées dans chaque camp, avec des différences en fonction des commandants, en fonction du lieu, mais qui sont à peu près semblables. En particulier, le système d'identification des catégories. En effet, il n'y a pas que les Juifs dans les camps, il y a toutes sortes de catégories qui sont différenciées par des triangles de couleurs différentes. Ces couleurs, pour le Struthof, la couleur la plus importante, c'est la rouge, c'est-à-dire ce sont des politiques, des résistants, mais il y a également, évidemment, la couleur pour les Juifs, il y a aussi la couleur pour les asociaux, les apatrides. Alors les asociaux, ce sont des prostituées, des SDF, des gens qu'on a ramassés un peu dans la rue. Il y a les droits communs. Au-delà d'une certaine peine, les prisonniers, une fois condamnés, les détenus allemands sont envoyés dans des camps de déportation et ils vont former une grande partie de l'infrastructure de l'organisation des camps, j'y reviendrai tout à l'heure. Des personnes homosexuelles, politiques, témoins de Jéhovah, c'est quelque chose qui est assez peu connu, il y a à peu près 25 000 témoins de Jéhovah en Allemagne à l'époque. Ce sont des objecteurs de conscience, c'est-à-dire qu'ils ont vu que leur religion ne leur permettait pas de faire le salut hitlérien, de s'engager dans l'Hitlerjugend et de s'engager dans l'armée. Pour les réprimer, on les a envoyés en camp de concentration. La grande différence avec les autres catégories, c'est que eux, s'ils signaient un acte d'allégeance au régime, ils pouvaient sortir. Et donc il y a un certain cas assez poignant de personnes qui, pour leur foi, ont décidé de rester dans les camps et sont quelquefois morts dans ces camps. Après, dans les matricules, il y a aussi une autre lettre qui est importante, c'est la lettre de la nationalité. Français, par exemple, ici F, hongrois U, et un matricule. Le matricule, c'est quelque chose de très important parce que quand vous rentrez dans un camp, vous devenez un numéro. Vous devenez ce qu'on appelle un Stück, un morceau. Vous perdez votre identité. Et donc, là, vous devez savoir par cœur votre numéro et le dire en allemand, puisque votre langage et votre communication avec les forces allemandes sera toujours en allemand. Et ça, quel que soit le camp, au Struthof aussi bien que dans les autres, on a ce système. Et je dirais simplement, vous avez peut-être entendu parler et sûrement vu des témoignages
d'anciens déportés d'Auschwitz avec des tatouages. Seuls les déportés d'Auschwitz étaient tatoués. Dans les autres camps, ils avaient ces triangles, ces matricules qu'ils cousaient sur leur uniforme ou sur leurs vêtements parce qu'ils n'avaient pas tous forcément des uniformes. La géographie des camps, très rapidement, pour vous montrer que, en fait, ces camps, donc effectivement, sont essentiellement vers l'est et sont le sujet d'un certain nombre de déplacements. En fait, c'est assez intéressant, on s'aperçoit, et c'est le système aussi des camps de concentration, que les Allemands, pour éviter que les déportés ne se connaissent trop, pour éventuellement fomentent de la résistance, les faisaient aller de camp en camp avec une fréquence relativement importante. Ça a été encore plus le cas à partir des années 42, 43 et 44, où les camps ont été mis au service de l'industrie de guerre allemande, avec la création de ce qu'on appelle ces camps périphériques ou ces camps annexes, qui sont des camps qui sont créés à proximité des entreprises pour lesquelles les déportés vont travailler et pour lesquelles la SS va recevoir une indemnité par journée de mise à disposition de travailleurs, soit d'OS, ce qu'on appelle d'ouvriers spécialisés, ou soit d'ouvriers qualifiés, avec des salaires un peu, enfin des indemnités, parce qu'eux ne les reçoivent pas, les déportés, avec des indemnités différentes pour la SS. Alors le KM Netzweiler, pour revenir à lui, il est créé en 1941. Effectivement, il est à peu près à 70 km de Strasbourg. Si vous avez en tête une géographie de la France et particulièrement de son est, c'est à peu près à l'horizontale de Strasbourg, dans les Vosges, à 800 mètres d'altitude, avec une météo qui est assez rude, puisque là, par exemple, il y a de la neige, et qu'en été, il fait très chaud. C'est pour ça que c'est un lieu, effectivement, au départ, il y a une auberge que l'on voit ici. C'est un lieu de randonnée, c'est un lieu où on fait un peu de ski, où on fait de la luge. Donc un lieu qui ne s'attend pas du tout à se transformer pendant 4 ou 5 ans, comme ce qu'a appelé un ancien déporté l'enfer d'Alsace. Pourquoi on le crée là? Eh bien parce qu'effectivement, on a identifié, un géologue a identifié un filon granitique d'un granit rose, qui est un granit assez rare et qui pourrait justement être utilisé pour les grands travaux du Reich. Et vous le savez peut-être, Hitler était un grand fan de l'architecture et des grands projets architecturaux. En fait, il disposait déjà d'une carte géologique qui avait été dressée pendant la période allemande, puisque l'Alsace a été allemande de 1871 à 1918. Et pendant cette période, ils avaient dressé une carte géologique de l'Alsace, et donc assez facilement, avec le géologue, a repéré ce filon granitique et a proposé à Himmler de créer un camp autour pour l'exploiter. Ce camp, il va se dresser avec un certain nombre d'entités qui vont progressivement se mettre en place. Le plan que vous avez là, c'est le plan du camp, globalement en 1942, c'est-à-dire 1 an et demi après avoir été créé, avec complètement sur l'extrême droite l'auberge que vous avez vue tout à l'heure en photo, qui a servi de camp de base. Parce que quand vous créez un camp, ben vous arrivez, sauf à Dachau, où ils ont pris une usine désaffectée, vous arrivez dans des lieux qui sont à conquérir. Là, on est en pleine nature, on est dans la forêt, et donc ils vont se servir de cette auberge et des annexes, bâtiments annexes qui sont autour, pour installer ce qu'on va appeler un camp de base. Ce camp de base, il va être créé donc, à partir du 1er mai 1941, et le 21 et le 23 mai 1941, 300 déportés arrivent de Sachsenhausen, qui est un camp à côté de Berlin, pour commencer les premiers travaux. Pourquoi les déportés arrivent au départ d'un autre camp? Parce que c'est un camp qu'on appelle fermé au départ, avant de devenir un camp ouvert. Un camp fermé, c'est un camp auquel accèdent simplement des déportés qui viennent d'autres camps. Et pour créer un nouveau camp, les SS préfèrent avoir excusez-moi l'expression, mais des vétérans des camps, c'est-à-dire qui ont déjà une expérience pour commencer à créer ce camp. Et les 300 premiers seront des déportés allemands, de nationalité allemande,
parce qu'il ne faut pas l'oublier, une partie des déportés sont des Allemands, des opposants politiques, et l'un de ces déportés, et ça contredit un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, va passer toute sa période dans le camp, et il deviendra ce qu'on appellera le doyen du camp, et c'est un communiste, opposant communiste, qui a été arrêté en 1936, et qui de 1936 à 1945 va être dans les camps, et va survivre. Il y a après un chemin des déportés, qui est le chemin qui va être créé, parce qu'on est en pleine nature, il n'y a pas de route. Il faut créer des chemins, des routes d'accès. Donc tout est porté à dos de personne au départ, à partir d'une gare que l'on verra tout à l'heure et que vous avez vu dans le film, qui est à 6 km en contrebas. Donc un effort très important. Le camp est créé, et vous voyez, il y a une structure assez classique de camp, c'est-à-dire avec un certain nombre de baraques, de façon très régulière. Ce que vous ne voyez pas ici dans les baraques rouges, vertes, et les places d'appel qui sont les petits carrés verts au centre, c'est qu'en fait on est sur une pente à 20 degrés. C'est-à-dire que vous avez une pente très forte, une pente qui a un avantage, c'est qu'elle permet aux miradors qui sont autour de ce camp et autour des barbelés d'avoir une bonne visibilité sur ce qui se passe dans le camp, et justement de le contrôler, mais également qui présente pour les déportés la grosse difficulté d'être très difficile à monter. Alors pour vous, il vous paraîtrait déjà relativement facile quand vous y êtes, mais on s'essouffle assez vite. Les marches en granit pour monter sont des marches qui sont installées à des hauteurs différentes afin d'épuiser encore plus les déportés. Et on les fait monter et descendre, et notamment monter pour aller sur tout en haut, ce que vous voyez, ce qui est la carrière, évidemment aussi entourée de barbelés, et dans lequel progressivement va s'installer ce chantier pour exploiter ce filon de granit, cette carrière de granit. Voilà une autre vue d'une maquette qui vous présente les 17 baraques qui sont en bas, 17 baraques entourées donc de grillages. Au-dessus, les baraques qui sont un peu au-dessus, ce sont les baraques de l'administration des SS. Les SS étant évidemment en dehors du camp et souhaitant entrer le moins possible dans le camp, c'est pour ça qu'ils s'appuieront notamment, et on reviendra là aussi dessus, sur les capots, c'est-à-dire sur des déportés, un système assez à la fois intelligent et en même temps très vicieux. Voilà comment s'organise le camp, avec en haut un commandant du camp, un chef de camp de détention, qui est donc le chef du camp directement, et toute une partie qui est liée à l'administration, parce que ce camp du Struthof, il a été construit pour contenir 3000 personnes, 3000 déportés. En 1943, en 1944, ils seront 6000 pour une installation prévue pour 3000 déportés, ce qui vous laisse comprendre qu'à l'intérieur des baraques, dans les chambrées, ils étaient souvent 3 avec tête bêche pour dormir, dans des conditions évidemment difficiles et dans des conditions sanitaires déplorables. Les gardes, 150 hommes, donc vous voyez, vous avez à peu près 200 Allemands pour gérer 6000 prisonniers, ce qui n'est rien du tout. Et c'est pour ça qu'ils vont s'appuyer sur la partie qui est en jaune, que vous voyez dans le bas, qui est le doyen du camp, c'est-à-dire un déporté, avec un certain nombre de déportés qui vont chacun avoir des responsabilités. Le capot, le responsable d'un bloc, c'est-à-dire d'une baraque, et un secrétaire. Ces capots, ces déportés vont jouer un rôle fondamental, vont jouer un rôle assez fondamental dans l'organisation et la vie du camp. Ce sont en fait ce qu'a appelé un ancien déporté, les demi-dieux des camps. Désolé, le camp est arrivé. Ce qui veut dire deux choses, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont à la fois un pouvoir de vie et de mort sur les autres déportés, mais en même temps, ce ne sont pas les dieux. Les dieux, ce sont les SS. Mais ils ont délégué, parce qu'ils étaient bien trop peu nombreux pour contrôler les camps,
un certain nombre de déportés à qui ils ont donné des avantages et des pouvoirs. Ces pouvoirs, ce sont effectivement de donner des punitions, de donner en particulier, d'affecter les déportés sur différentes tâches, celle éventuellement d'aller à la carrière, ou celle plus simple d'être le coiffeur du camp, puisqu'il y a plein de métiers, plein d'activités dans un camp. Ils ont aussi, la plupart, et au début, ils sont allemands, pour des questions à la fois pragmatiques, de langue, pour discuter avec les SS, aussi parce que, malgré le fait qu'ils sont dans des camps, c'est-à-dire qu'effectivement, ils se sont opposés soit au régime nazi, ou soit parce qu'ils sont des asociaux ou des homosexuels, ils sont considérés un peu comme des sous-hommes pour les SS, ils restent des Allemands, et donc on leur donne une priorité. Troisièmement, ces capots, au départ, ce sont plus particulièrement ceux qui sont condamnés, c'est-à-dire ceux qui ont été condamnés et envoyés en déportation parce que leur condamnation était lourde. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce que ça veut dire que, autant vous êtes un déporté politique, vous êtes là parce que vous avez fait quelque chose, parce que vous avez combattu, parce que vous avez un idéal, parce que vous avez voulu sortir du rang pour défendre votre pays, pour défendre une civilisation. Autant les autres, ceux qui ont été condamnés, n'ont pas du tout la même perception des choses. Ils sont là parce qu'ils ont été condamnés, parce qu'ils ont commis des faits, des délits et des crimes. Et donc, leur situation, eux, c'est finalement d'essayer de vivre au mieux cette vie dans les camps et d'en profiter au maximum. Et donc, d'exploiter les autres déportés qui sont leurs inférieurs. Ils ont souvent, on le voit assez mal, mais vous le voyez au milieu, il y a un monsieur avec une espèce de bonnet. En fait, il a un brassard blanc qui exprime son statut de capot. Progressivement, dans les camps de déportation, et ce sera le cas au Struthof, les politiques vont essayer de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de remplacer les capots qui sont, eux, des condamnés. Pourquoi et comment ils vont y arriver? Parce que, finalement, ils s'aperçoivent effectivement que c'est là le moyen d'améliorer la condition de leurs condisciples, de faciliter la vie dans les camps, mais il faut le faire de façon organisée, et c'est pour ça que ce sont souvent les communistes qui sont beaucoup mieux habitués à une coopération, à se coordonner, qui vont progressivement prendre en main un certain nombre de postes de capots. Et par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, Willy Benke, qui est ce communiste allemand qui est arrivé en 1941, est devenu le doyen du camp. Et ses condisciples ont reconnu qu'il avait facilité, favorisé la vie des autres déportés. Un certain nombre de capots seront condamnés à mort après, à la fin, à la libération des camps, parce que, comme je vous le dis, ils ont tellement abusé de leur pouvoir qu'ils sont devenus, ou ils sont restés des assassins. Et donc, cette organisation, elle est assez subtile, parce que finalement, le capot aussi est entre ce que j'appellerais le marteau et l'enclume, puisqu'en fait, à la fois, son poste n'est pas un poste pérenne, n'est pas un poste permanent, donc peut être remis en question avec tous les avantages qui lui conviennent par les SS. Donc il faut à la fois qu'il contente ses maîtres, les SS, et essaye, s'il en a l'envie et le souhait, de faciliter la vie dans les camps. Et beaucoup de témoignages montrent effectivement que la connaissance ou la connaissance d'un capot va permettre à l'un ou à l'autre, un communiste ou un autre, d'aller dans un camp annexe plus facile qu'un autre, ou dans une position plus facile. Et c'est assez fondamental dans cette vie qui, au quotidien, est extrêmement difficile. Alors, les camps de déportation, le camp du Struthof, il a beau être en Alsace, c'est-à-dire en territoire français actuel, ce ne sont pas les Français qui étaient les plus représentés. Ce sont les Polonais, les Soviétiques, les Français de l'intérieur, comme on dit en Alsace, les Alsaciens et les Mosellans, de façon relativement limitée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans un camp, on ne veut surtout pas avoir des gens qui sont de la région, qui connaissent, qui auraient peut-être des facilités à s'évader. Et donc, on veut plutôt les dépayser
Et c'est ce qui explique qu'un grand nombre d'autres nationalités sont présentes. C'est à peu près 31 nationalités qui ont été au Struthof. Ces 31 nationalités, on le voit, et je reviens dessus parce que je trouve que c'est important, les Allemands sont envoyés en nombre relativement significatif. Ça veut dire aussi que dans ces camps, l'identité nationale est un élément important. Car vous imaginez bien que quand on arrive dans un camp, quand on est nouveau dans un camp, qu'on est hongrois, qu'on ne parle pas l'allemand, eh bien c'est évidemment vers ses condisciples que l'on va. Et donc il faut bien faire la distinction entre ce message que l'on a donné après la déportation et à la libération en disant le camp, finalement, les camps, la déportation, ça a été le creuset de l'Europe, et la réalité du quotidien dans ces camps qui fait qu'en fait, ils étaient quand même très concentrés, nation par nation, même éventuellement opposés, nation par nation, hein, et pas forcément dans une idée qu'on va créer après, où on va s'entendre pour faire avancer les choses, même si, évidemment, des liens s'établissent entre les différents déportés de différentes nationalités. Alors, je vais venir maintenant sur les NN, les Nacht und Nebel. Ça, c'est une spécificité du Struthof que l'on a eu dans quelques autres camps, mais à partir de 1943, le camp du Struthof sera le camp désigné pour accueillir ces déportés que l'on a appelés les Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Pourquoi cette catégorie qui n'existait pas au départ? Parce que, à partir de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'Union soviétique, à partir du moment où les communistes en particulier vont pouvoir rentrer dans la résistance, puisqu'à cause du pacte germano-soviétique, ils étaient restés un peu passifs devant l'avancée du Reich, vont commencer à se produire un certain nombre d'attentats contre les forces d'occupation allemandes. L'un des plus connus est celui de Chateaubriand, par exemple, en 1941. Et l'Allemagne va réagir de façon très sévère en indiquant que, à partir du moment où un Allemand serait tué, assassiné, il y aurait 100 Français, en l'occurrence, qui seraient fusillés. L'idée pour eux, c'était que par la crainte, par la terreur, ces tentatives d'assassinat allaient se réduire. Cela n'a pas été vraiment le cas, et c'est pour ça que, en fait, ils se sont aperçus qu'au contraire, même ces personnes qui étaient fusillées devenaient, dans un certain sens, des héros. Et donc, ils ont décidé que finalement, il fallait les éliminer d'une autre façon, c'est-à-dire les faire disparaître. Et donc, c'est ce décret qui est passé par le maréchal Keitel, que vous voyez ici, en le 7 et le 12 décembre 1941. Donc, vous voyez, donc Barbarossa, juin 1941, donc quelques mois après, et qui dit la chose suivante: toutes les personnes représentant un danger pour la sécurité de l'armée allemande seront transférées en Allemagne. Si elles ne peuvent pas être rapidement exécutées dans leur pays d'origine, pour y être jugées et disparaître dans le secret absolu. Alors, en effet, ces personnes, donc, au lieu d'être jugées en France pour la France, en fait, ce décret il a été passé pour un certain nombre de pays d'Europe de l'Ouest, de l'Ouest de l'Europe, parce que l'Europe de l'Ouest, c'est un concept d'après 1945, qui sont la Norvège, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et la France. Ils devaient être jugés à Breslau, en Allemagne, par des tribunaux militaires, mais en fait, on s'est aperçu rapidement que ces tribunaux étaient encombrés. D'autre part, que l'armée, quelquefois, faisait pour les nazis du juridisme, c'est-à-dire que quelquefois, ils essayaient quand même d'appliquer un certain nombre de règles de droit, ce qui n'était pas forcément à la contenance des SS. Et donc, assez rapidement, ils ont été envoyés directement dans des camps, et en particulier celui du Struthof. Quelle était la différence avec les autres déportés? Eh bien, c'est qu'ils étaient affublés d'abord, effectivement, de ces signes NN sur
sur leurs vêtements qu'on leur donnait. Ils ne pouvaient pas sortir des camps, c'est-à-dire qu'ils travaillaient à l'intérieur des barbelés. Ils n'avaient pas le droit aux soins, au départ en tout cas, et à l'infirmerie. Et ils ne pouvaient pas recevoir de nouvelles de leur famille ou en donner. C'est pour ça qu'on disait Nacht und Nebel. Nacht und Nebel, c'est-à-dire qu'il disparaît complètement, donc on n'a plus la trace. Alors aujourd'hui, les historiens s'interrogent toujours de pourquoi ce mot Nacht und Nebel. Les uns disent que ça vient du latin, nomen necio, c'est-à-dire je ne connais pas le nom. Aussi une expression NN qui était utilisée dans l'administration allemande quand on faisait une circulaire, mais elle était adressée à tout le monde et donc à personne à la fois. Ou éventuellement, une autre option est celle de prendre des opéras de Wagner, de Laure Burin, et d'un personnage qui disparaît, du roi qui disparaît effectivement dans la fumée, et on sait que Hitler est un grand amateur des opéras et de la musique de Wagner.